Il est 16 heures, nous allons commencer. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Alors cette année, j'ai choisi de faire un cours sur le sujet sur lequel je travaille en majorité, donc un sujet que je connais assez bien, mais je vais essayer de le présenter de manière simple. Et donc je vais commencer par une introduction générale. Ceux d'entre vous qui ont déjà des notions de sismologie voudront bien m'excuser parce que ça sera très simple, mais je vais essayer d'aller relativement vite tout en présentant quelques notions fondamentales dont nous aurons besoin au cours de ce cours. Alors d'abord, le calendrier. Donc le cours est un peu, ramassé sur 5 séances. Et donc à chaque fois, ça sera 2 heures, ce qui est long. Et j'essaierai de faire une pause au milieu pour quand même ne pas que ce soit trop dense. Alors aujourd'hui, je vais faire une introduction générale et donc je compte ensuite parler de la tomographie des temps de parcours, qui est la façon la plus simple de faire la tomographie de la Terre interne, et ensuite passer à des méthodes plus récentes, la tomographie de forme d'onde, j'y passerai pas mal de temps. Et j'introduirai ensuite des méthodologies qui ont été introduites en tomographie globale récemment, comme celle de la tomographie du bruit sismique. Et finalement, je vais parler des méthodes directes de modélisation. Donc, les autres méthodes, ce sont des méthodes d'optimisation, mais grâce aux ordinateurs de plus en plus puissants, on se dirige maintenant vers des modèles directs de modélisation avec, échantillonnage très grand de l'espace des modèles. Alors, cette année, je fais un colloque plus tard. Il aura lieu les jeudis 26 et vendredi 27 mars. Ce sera sur le sujet de l'imagerie sismique globale et dynamique interne de la Terre. Donc, ça va rassembler des sismologues et des géodynamiciens principalement. Les inscriptions au colloque ne sont pas encore affichées, mais ça sera fait d'ici 15 jours ou 3 semaines au plus tard. Et donc ce colloque sera en langue anglaise. Donc je vous ai déjà dit que les cours sont de 2 heures. Nous allons voir ce que ça donne. Alors donc d'abord, un peu une motivation scientifique. Pourquoi faire de la tomographie ? Pourquoi nous intéresser aux profondeurs de la Terre ? Alors, nous avons bien sûr des catastrophes naturelles, des tremblements de terre, les éruptions volcaniques, des tsunamis. Et depuis très longtemps, les hommes se sont intéressés à la raison pour laquelle nous avons ces phénomènes donc catastrophiques. Et ils ont imaginé différentes possibilités de dynamique à l'intérieur de la Terre. Je montre cette gravure très belle, une version de cette gravure d'Athanasius Kircher datant du XVIIe siècle, montrant des cavités à l'intérieur de la Terre remplies de fluides en ébullition, de foyers brûlants, qui donc donnent l'idée d'une dynamique pouvant provoquer des phénomènes à la surface. Et bien sûr, il y a aussi la partie externe, hein, les vents, avec ici des anges qui soufflent des vents. Mais nous allons nous intéresser à l'intérieur. Alors bien sûr, maintenant, nous savons depuis 50 ans, nous avons accepté, nous avons fêté le 50e anniversaire de la tectonique des plaques l'an dernier, que la Terre est couverte d'une vingtaine de plaques rigides, plus ou moins rigides, enfin plutôt rigides, qui se déplacent les unes par rapport aux autres. Et ce sont ce qu'on appelle les plaques lithosphériques. Elles ont en moyenne 80 km d'épaisseur et donc elles se déplacent à raison de quelques centimètres par an. Donc disons le temps qu'il faut pour la croissance des ongles et de nos ongles. Et l'essentiel de la déformation est concentré sur les limites des plaques. Donc tout l'intérieur des plaques est plus ou moins
rigide, ne se déforme pas, et la déformation est aux limites des plaques. Et il y en a trois sortes principales. Les limites divergentes, où de nouvelles plaques se forment. Le magma remonte de l'intérieur de la Terre et se solidifie en écartant les plaques. Donc, c'est les zones divergentes. La plupart d'entre elles sont sous les océans, sur des zones de montagne qu'on appelle les dorsales. Ensuite, il y a les zones où ces plaques rentrent de nouveau à l'intérieur de la Terre. Le volume de la Terre ne change pas de manière significative, donc tout ce qui se forme dans les dorsales doit retomber ou replonger dans le manteau à un endroit donné. Ça se passe au niveau des zones de subduction, des zones de convergence, donc ici représentées schématiquement. Et ensuite, il y a aussi les régions où des plaques se déplacent, se coulissent l'une par rapport à l'autre dans des mouvements essentiellement horizontaux, comme c'est le cas, par exemple, sur le long de la faille de San Andreas en Californie. Donc, c'est schématiquement les trois principales interactions entre les plaques qui se produisent en leur bordure. Alors, pourquoi a-t-il fallu attendre si longtemps pour accepter la tectonique des plaques ? Alfred Wegener, dont on a aussi fêté le centenaire de la théorie de la dérive des continents, avait déjà proposé, donc au début du siècle. Alors, il faut que je retrouve mon. Voilà. Au début du XXe siècle, il avait remarqué la correspondance entre la forme des continents de part et d'autre de l'océan Atlantique, et non seulement leur forme, mais aussi la correspondance de la faune et de la flore de part et d'autre, et de la géologie de part et d'autre de l'océan. Et il en avait proposé que à une époque ancienne, plusieurs centaines de millions d'années avant notre temps, le continent africain était collé à l'Amérique du Sud, et le nord du continent africain et l'Amérique du Nord étaient aussi collés, et que les continents se sont déplacés. Par contre, le problème de l'acceptation de cette théorie, c'est qu'on ne trouvait pas un mécanisme pour expliquer comment ces continents pourraient se déplacer et s'écarter. Il a fallu attendre des progrès dans la mécanique des fluides, qui, donc, en particulier, les notions de convection dans les fluides. Si on chauffe un fluide par le bas, il va se produire des courants. Les particules de fluide vont se déplacer, avec le fluide chauffé étant de densité moins grande, va monter et va se refroidir à la surface plus froide, et ensuite donc les particules plus froides vont être plus denses et vont retomber. Et donc on va mettre en route des courants de convection, et si on met par exemple un bouchon à la surface, qui flotte à la surface, ce bouchon va se déplacer, disons, dû à ces courants de convection. Alors donc, l'analogie ou l'équivalent sur la Terre, c'est que les plaques tectoniques jouent le rôle de bouchons très schématiquement, et que nous avons des courants de convection dans le manteau terrestre qui sont mis en route par le fait que la Terre se refroidit, et donc la chaleur de la Terre est dégagée au cours des temps, depuis la formation de la Terre il y a 4,6 milliards d'années. Et la Terre a emmagasiné de la chaleur, d'abord de par sa formation, par collision de planétésimaux, et aussi par le fait qu'elle contient des éléments radioactifs qui, donc, au cours du temps, vont dégager de la chaleur. Et c'est ce dégagement de chaleur qui va donc mettre en route des courants de convection dans le manteau terrestre, mais aussi dans le noyau. Nous ne parlerons pas beaucoup du noyau dans ce cours. Et donc, donc ce concept a donc pu être mis en place, mais être mis en relation avec la dérive des continents, et donc amener à une acceptation. Et il y a aussi
un élément important qui donc date de la Seconde Guerre mondiale, l'acquisition de nombreuses données de ce qu'on appelle les anomalies magnétiques dans les fonds marins, qui étaient utilisées pour guider les sous-marins. Et donc, ces anomalies magnétiques, donc c'est la magnétisation des roches qui est donc acquise lorsque la roche en fusion se solidifie. Cette roche des particules magnétiques dans cette roche vont acquérir une direction de magnétisation qui est celle du champ magnétique terrestre au moment de la solidification. Or, le champ magnétique terrestre, qui donc a son origine à l'intérieur dans le noyau, s'inverse. Le nord devient le sud devient le nord, tous les quelques centaines de milliers d'années en moyenne. Et donc, les anomalies magnétiques vont avoir des directions opposées à différents moments suivant la direction du champ magnétique prévalent. Et on a observé, donc, en analysant ces données, qu'il y avait des anomalies très symétriques par rapport à au dorsal. Donc ici, par exemple, cette dorsale, ça pourrait être les montagnes au milieu de l'océan Atlantique ou aussi la dorsale Est-Pacifique dans l'océan Pacifique. Et les anomalies s'alignent de part et d'autre de cette dorsale de manière symétrique, avec aussi bien dans leur forme, c'est-à-dire leur écartement, et la direction, disons nord-sud ou sud-nord, qu'elles représentent. Et ça a fait penser immédiatement à ce que les fonds marins sont comme une bande magnétique qui enregistre non seulement les directions du champ, mais aussi la création, la construction de la nouvelle croûte, donc qui se forme à la dorsale et qui ensuite, au fur et à mesure que le magma pousse, va s'écarter et garder donc cette information sur la direction du champ magnétique à l'époque de sa formation. Et donc on avait grâce à cela tous les éléments en place pour comprendre que les plaques lithosphériques se forment au milieu des océans, s'écartent et se refroidissent au fur et à mesure que le temps passe, et donc mettre tout ça dans le cadre de la théorie de la tectonique des plaques. Donc ça, c'est la théorie de la tectonique des plaques. On peut se demander cependant quels sont ces mouvements de convection à l'intérieur de la Terre qui provoquent ces mouvements, qui provoquent l'arrivée du magma à la surface. Et donc, on aimerait savoir ce genre de choses. D'autre part, il y a des éléments qui ne collent pas avec la théorie de la tectonique des plaques, qui suppose que l'essentiel, comme je l'ai dit, l'essentiel de la déformation est sur les bordures des plaques. C'est là qu'on voit l'essentiel de la sismicité, c'est la plupart des séismes. C'est aussi là qu'il y a la plupart des volcans sur les dorsales au moment où la croûte se forme, des volcans dans les zones de subduction lorsque les plaques s'enfoncent dans l'intérieur de la Terre et provoquent un déplacement de magma provoquant des volcans. Par contre, il y a des volcans tels Hawaï qui se trouvent en plein milieu de plaques. Ici, c'est la très grande plaque pacifique. Et ce qui est indiqué ici, c'est les volcans actifs se trouvent ici. Le zéro, c'est les âges des roches, donc 0 en millions d'années. Et vous avez une ligne de volcans qui est plus ou moins parallèle à la direction du déplacement de la plaque jusqu'à environ 40 millions d'années. Donc ça, c'est l'âge des volcans progressifs, donc dans la direction de la plaque. La direction change un peu au-delà de 40 millions d'années, mais on continue cette progression dans l'âge. Alors, comment expliquer ces volcans, puisqu'ils sont en milieu de plaques, qu'ont-ils à voir avec la tectonique des plaques ou ce qui se passe à l'intérieur de la Terre? Alors, au moment
de la révolution de la tectonique des plaques, donc vers le milieu et la fin des années 60, ont été proposées des explications pour ces volcans en faisant intervenir, en proposant qu'il existe des panaches de matière chaude qui sont fixés quelque part à l'intérieur du manteau de la Terre et donc ne bougent pas en fonction du temps. Et les plaques qui sont indiquées ici, la plaque qui est indiquée ici en marron clair, se déplace au-dessus de ce panache. Et donc, au fur et à mesure où la plaque se déplace, vous allez avoir un volcan qui était actif, qui va devenir éteint, et un nouveau volcan va se former. Vous allez pouvoir ainsi former, au cours du temps, une ligne de volcans d'âge de plus en plus avancé dans la direction de la plaque. Alors, c'est Tuzo Wilson, qui est un des grands de la tectonique des plaques, qui avait proposé cette idée au départ, et un autre grand de la tectonique des plaques, Jason Morgan, en 1971, a proposé, lui, que cette couche limite, cette zone à l'intérieur de la Terre d'où partent ces panaches, serait à la limite entre le manteau solide de la Terre et le noyau fluide. Nous reviendrons à cette structure interne de la Terre. Alors, d'autres caractéristiques de ces volcans de milieu de plaque, ils ont des laves dont la nature chimique est différente de celle des laves des dorsales océaniques où la croûte se forme, donc des bordures de plaques, des bords de plaques qui s'écartent. Par exemple, si on compare, alors peu importe, c'est simplement pour montrer, ça c'est un diagramme de géochimiste montrant une composition isotopique d'éléments traces. L'important, c'est de voir que les volcans de points chauds, donc au milieu de plaques, comme Hawaï, ont une composition différente dans cet espace que les volcans des dorsales, les Mid-Ocean Ridge Basalt. Et ça, c'est juste un exemple, il y en a d'autres. L'autre raison pour laquelle on a invoqué la présence de panaches, c'est que dans les expériences de laboratoire et plus tard dans les expériences numériques de convection, dans un milieu donc chauffé par le bas au départ, on voyait apparaître ce genre de structure. Alors ici, c'est un exemple d'expérience de laboratoire avec un fluide chauffé par le bas et refroidi par le haut. Et vous voyez ces champignons avec une tige étroite et une tête beaucoup plus large qui sont ces panaches de matière chaude. Ici, vous avez une autre représentation plus récente, donc d'une expérience numérique cette fois-ci, où vous voyez en fonction du temps, encore une fois, donc on voit ici la température, le milieu est chauffé par le bas, refroidi par le haut, et vous voyez apparaître un panache chaud qui va monter et se rétrécir et monter jusqu'en haut et s'étaler à la limite froide en haut de cette couche. Ici, c'était encore une visualisation en 3 dimensions. Ça, c'est un exemple en 2 dimensions. Ici, en 3 dimensions du même phénomène. Donc ça, c'est l'idée qui est donc au départ pour les panaches. Alors donc, vous voudrez savoir, est-ce qu'il y a des panaches? Est-ce que cette théorie est vraie? Comment les visualiser? Malheureusement, on ne peut pas les voir puisque le trou le plus profond qui ait été creusé dans la Terre n'a que un peu plus de 12 km de profondeur. C'est un trou, un forage dans la péninsule de Kola en Sibérie. Et 12 km par rapport au rayon de la Terre de presque 6400 km, ça n'est que la petite écorce de l'orange. Ça ne nous permet pas de vraiment, voir directement l'intérieur de la Terre. La raison est qu'il est techniquement très difficile de forer à cause des températures qui augmentent très rapidement lorsqu'on s'enfonce à l'intérieur de la Terre. Donc on est réduit à des méthodes indirectes. Alors bien sûr, on peut faire des modèles. Alors ici, j'ai un très beau modèle
que je voulais vous montrer. C'est un modèle qu'on appelle géodynamique, ou donc un modèle numérique, ici dans un espace à symétrie sphérique de 2 dimensions, où on a donc introduit disons, on a chauffé par le bas, on a peut-être aussi chauffé par l'intérieur pour simuler les éléments radioactifs à l'intérieur du manteau. D'ailleurs, la taille n'est pas bonne, hein, ça n'est pas à la bonne échelle. Le noyau est plus petit que dans la Terre, ça, je voulais le faire remarquer. Mais vous voyez les courants descendants froids ici, et des courants montants plus chauds. Et donc un modèle, mais bien sûr, ça n'est pas la Terre. Et quels sont les ingrédients qu'il faut mettre dans ces modèles pour qu'elles ressemblent le plus possible à la Terre? Alors je vais continuer à vous montrer ça parce que c'est assez intéressant de voir ce qui se passe. Mais souvenez-vous bien, ça n'est pas vraiment la Terre, et c'est très accéléré puisque les mouvements donc, de l'ordre du centimètre par an ou moins, c'est des millions d'années qu'on les modélise de cette manière-là. Alors les questions fondamentales qu'on peut se poser, c'est comment les plaques lithosphériques sont couplées avec la circulation mantélique, donc avec cette convection, et quel est le moteur? Est-ce que ce sont les plaques qui vont, disons, être le moteur de la convection, les plaques avec les plaques qui sont plus denses que lorsqu'elles se refroidissent, qui vont s'enfoncer, donc c'est les phénomènes de gravité qui vont mettre en route la convection, ou bien au contraire, est-ce le manteau qui, par le refroidissement, donc va mettre en route des courants ascendants, des courants chauds, et est-ce que c'est lui qui va être le moteur du mouvement des plaques? Et bien sûr, la réalité est sans doute quelque part au milieu, mais on aimerait savoir de manière précise comment ça se passe. On voudrait savoir quel est le destin des plaques en subduction. Ici, dans ce modèle que je montre ici, on voit ces courants descendants on pourrait imaginer que, je n'y arrive plus, qu'on a ici une zone de subduction et la plaque s'enfonce jusqu'au fond de la Terre, ou ici de manière très verticale, etc. Est-ce que c'est vraiment ça qui se passe dans la Terre? Il y a donc cette idée que la convection pourrait se faire en 2 couches ou en 1 couche. Je vais en reparler un peu, parce que nous avons un manteau supérieur et un manteau inférieur qui sont séparés vers 660 km de profondeur par une discontinuité qui correspond à une transition de phase dans les matériaux, dans les minéraux dont le manteau est constitué. Ensuite, donc, les panaches mantéliques, je vous en ai déjà parlé. Est-ce qu'ils existent? Quelle est leur morphologie? Est-ce qu'ils ressemblent à ceux qu'on voit en laboratoire? Est-ce qu'ils sont d'origine purement thermique, ou la composition joue-t-elle un rôle aussi? Et où se trouvent leurs racines? Est-ce qu'elles se trouvent à la limite entre le noyau et le manteau, ou quelque part ailleurs, par exemple à cette discontinuité à 660 km entre le manteau supérieur et le manteau inférieur? Ensuite, on voit par la sismologie, nous en reparlerons, des structures très complexes à la base du manteau. Elles ont des noms très barbares, nous en reparlerons. Pour l'instant, on n'a pas besoin de savoir. Et ensuite, évidemment, il y a aussi la dynamique du noyau, avec la graine solide qui donc croît en fonction du temps, alors que la Terre se refroidit, et joue un rôle dans la convection du noyau externe, donc, qui est fluide, qui est liquide, qui est fait de fer liquide principalement, et donc qui est à l'origine du champ magnétique. Donc c'est des questions importantes, mais nous n'aurons pas le temps de parler cette fois-ci du noyau. Donc les questions, encore une fois, convection à 1 couche, on pourrait imaginer qu'on a des zones de subduction qui descendent jusqu'à la limite noyau-manteau, qui est indiquée ici. Ça, c'est le noyau. La graine n'est pas indiquée. En vert, le manteau, les plaques ici en mauve, et ça représente éventuellement un continent. Donc une zone de subduction qui descend jusque-là. Un panache qui remonte de la limite noyau-manteau. Donc ça, c'est un modèle éventuel, donc une hypothèse à examiner. L'hypothèse
donc c'est une extrême. L'autre extrême, c'est une convection séparée entre le manteau supérieur et le manteau inférieur. C'est une hypothèse qui était chère aux géochimistes jusque relativement récemment, parce qu'ils examinaient justement la nature des roches, la nature des minéraux qu'ils observaient, des laves qu'ils observaient dans les volcans, et ils voyaient ces différences très grandes entre les volcans de dorsale, où la croûte se forme, donc qui échantillonne les parties superficielles de la Terre, le manteau supérieur, et donc les volcans de point chaud, qui échantillonnerait éventuellement une couche plus profonde. Donc ça, l'autre modèle extrême. Et entre les deux, il y a d'autres possibilités. La possibilité de gâteau marbré, où l'hétérogénéité, les hétérogénéités de structure seraient un peu distribuées à l'intérieur du manteau, en particulier du manteau inférieur. Et d'autres modèles proposés comme celui-là, la présence d'une couche abyssale qui serait échantillonnée par des panaches. Donc voilà, ça c'est simplement des dessins pour fixer les idées sur la façon dont on réfléchit à ces questions. Mais comment aller voir? Alors évidemment, nous allons appliquer des méthodes qui sont similaires à celles qui sont mieux connues d'imagerie médicale, où en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie des ondes. On a des sources d'ondes de différents types, d'ondes magnétiques, des rayons X, des ondes acoustiques ou des infrasons, et on les récupère à la surface du corps, donc sans aller voir à l'intérieur, sans intervenir. Et ces méthodologies donc, sont de plus en plus performantes et ont beaucoup d'éléments, disons, très similaires à ce qu'on fait en imagerie de la Terre profonde. Mais revenons un peu en arrière, parce qu'il est important de réaliser que la sismologie, qu'on appelle la sismologie globale, est une science relativement récente. On a réalisé seulement donc à la fin du XIXe siècle, très précisément en 1889, que des tremblements de terre qui ont lieu dans un certain endroit près de la surface du globe peuvent être enregistrés à des très grandes distances. Alors, ceci, c'est un enregistrement très célèbre. En fait, ça n'est pas un sismomètre, c'est un inclinomètre situé dans la ville de Potsdam. Et cette personne, von Räuber-Paschwitz, étudiait les marées de la Terre, et ils avaient des instruments, un à Potsdam et un autre dans une ville proche, mais on n'est pas tout à fait à côté, à Wilhelmshaven. Et ils ont observé un jour une espèce de perturbation assez bizarre comme ça, mais ils l'ont observé dans les deux endroits, c'est-à-dire ils l'ont observé aussi bien à Potsdam qu'à dans cette autre ville, Wilhelmshaven. Et donc, ça n'était pas une perturbation locale, ça n'était pas une vache qui avait donné un coup de pied dans l'instrument. Et quelques mois plus tard, ils ont lu dans un article dans Nature, l'enregistrement était du mois d'avril, ils ont lu dans Nature au mois de juin qu'il y avait eu lieu ce jour-là un tremblement de terre au Japon. Donc le Japon d'un tremblement de terre, observation en Allemagne. Et donc ils avaient été frappés par la coïncidence. À l'époque, bien sûr, il n'y avait pas d'Internet ou on n'avait pas les nouvelles immédiatement, donc il avait fallu 3 mois ou 2 mois pour avoir cette information. Mais ils en ont fait les rapprochements et en ont donc conclu que c'était les ondes engendrées par le séisme, les ondes sismiques engendrées par le séisme qui étaient à l'origine de ces perturbations. Alors, c'est comme ça qu'est née la sismologie globale. Alors, de nos jours, bien sûr, nous avons des informations, nous savons beaucoup plus,
Et nous savons que les ondes sismiques se propagent à l'intérieur de la Terre. Alors je vais vous montrer une animation. Ici, nous avons une source sismique, ici en bleu, et les triangles représentent diverses stations sismiques. J'aurais pu en mettre une par ici aussi. Ça, c'est le noyau de la Terre avec la graine solide, le manteau avec ses discontinuités dans le manteau supérieur à 400 et 660 km. Et nous allons voir le champ des ondes, très particulièrement les ondes SH, ce sont des ondes S, j'expliquerai ça un peu plus tard, et qui vont se propager. Et donc ça, c'est une simulation qui a été faite dans un ordinateur. Et, attendez, parce qu'il faut que je montre le film d'abord. Comment ça marche ? Voilà. Donc vous voyez les ondes qui se propagent, et ce qui est intéressant, c'est de voir comment elles interagissent avec les discontinuités. Elles se réfléchissent sur le noyau, sur la limite noyau-manteau, sur la surface, sur les autres discontinuités, et elles vont défiler. Je vais recommencer. Elles vont défiler. Défiler sous une station. On va voir successivement des arrivées d'ondes qui se sont propagées sur des trajets différents à l'intérieur de la Terre. Et au bout du compte, on va avoir en un endroit donné un enregistrement qui est un sismogramme, qu'on appelle un sismogramme, et sur lequel on va avoir la succession en fonction du temps. Ici, on a à peu près 1 heure d'enregistrement de différents types d'ondes qu'on va essayer d'identifier pour savoir où ces arrivées d'énergie, à quel trajet à l'intérieur de la Terre, elles correspondent. Alors, bon, jusque-là, c'est très similaire à ce qu'on fait en médecine. Le problème que nous avons, c'est qu'en médecine, en général, on peut mettre des sources partout autour du corps humain, ou par exemple du crâne, et on peut mettre des capteurs partout. Dans la Terre, on est limité par les sources naturelles, qui sont les tremblements de terre, parce que il faut un tremblement de terre suffisamment fort, il faut un tremblement de terre de magnitude 5 au moins, ou plus de magnitude 5, et préférablement plus de magnitude 6, pour engendrer des ondes qui vraiment traversent tout l'intérieur de la Terre. Et donc, comme je vous l'ai dit précédemment, la plupart des séismes se produisent en bordure de plaques. Ici, vous avez une carte qui est sur 10 ans de sismicité, avec des symboles qui représentent la taille des séismes en fonction de la magnitude, avec des gros et des moins gros, et aussi la profondeur des séismes, qui sont en général à des profondeurs qu'on appelle superficielles, moins de 50 km, ensuite de profondeurs intermédiaires, et les plus profonds vont jusque vers 680 km de profondeur. Mais le point ici à garder, c'est que ce n'est pas une distribution uniforme, il y a des grandes régions où il n'y a pas de source sismique. Et nous avons aussi un défi du côté de l'enregistrement, c'est que la plupart des stations d'enregistrement se trouvent sur les continents. Alors ici, c'est une illustration, ce ne sont pas toutes les stations sismiques existantes sur la Terre, il y en a bien sûr beaucoup plus, mais ce sont des stations sismiques qui contribuent à ce qu'on appelle, la base de données globale. Et vous voyez que comme les continents ne représentent qu'un tiers de la surface de la Terre et qu'il y a très peu d'îles, toutes ces étoiles ici, ce sont des stations, les samples représentent des contributions de différents pays au réseau global international. Et ce sont des îles, il y a très peu. En fait, il n'y a pas jusqu'à présent de stations sismiques de longue durée de la qualité qu'on exige actuellement pour ces enregistrements en fond de mer. Il y en avait eu une ici entre Hawaï et la Californie, en plein milieu, qui était reliée par un câble à l'île de Hawaï. Elle s'appelait H2O, mais elle n'a duré qu'1 an et la réparer coûtait $1 million. Donc vous pouvez comprendre l'ampleur du problème d'installation de ces stations en fond de mer pour essayer de couvrir mieux, la surface de la Terre par des enregistrements. Alors j'en reparlerai sans doute un peu plus tard sur les différentes, initiatives qui existent dans ce domaine.
Mais à retenir, c'est la distribution ni des sources ni des stations n'est uniforme. Et donc c'est vraiment là qu'est la plus grande difficulté de la tomographie sismique globale. C'est le problème principal auquel on est confronté et auquel on passe énormément de temps pour essayer d'y remédier de manière indirecte. Donc j'en parlerai beaucoup. Alors, en imagerie globale, l'imagerie globale est née à la fin des années 70, donc assez récemment, et il y a 40 ans. Et depuis, il y a eu beaucoup de progrès dans l'instrumentation, les enregistreurs et la puissance des ordinateurs qui fait que les méthodes se sont beaucoup développées. Donc juste un mot des enregistreurs. Pour la sismologie globale, le sismomètre le sismomètre de luxe, mais le plus performant, c'est un sismomètre qu'on appelle SCS1, qui a été construit en Suisse, qui est un enregistreur à très large bande. Il permet d'enregistrer toute la bande de fréquences, je vais y revenir, qui est observable à grande distance pour des tremblements de terre sur la Terre. Donc, il y a aussi des systèmes de couverture pour isoler ces sismomètres des bruits locaux. Et voilà, alors ça. Ensuite, ils sont reliés à des enregistreurs, à une horloge très précise, alimentation électrique, télémétrie, etc. Et on aime bien les installer le plus possible dans des grottes, le plus loin possible des perturbations de surface, activité humaine, activité atmosphérique, les vents et les tempêtes, et même la succession du jour et de la nuit avec les transitions de température jouant un rôle important pour, qu'on veut éliminer pour diminuer le plus possible le bruit sismique. Donc revenons à nos moutons. Donc nos moutons, c'est d'essayer de faire l'imagerie de l'intérieur de la Terre. Et donc ce qu'on cherche, je vous rappelle ce qu'on cherche à savoir, c'est quelle est la morphologie, où sont et quelle est la morphologie des courants ascendants et des courants descendants. Donc ça, c'est encore une fois un schéma très très simplifié. Ici, c'est donc dans le cas d'un fluide qui serait chauffé par le bas et refroidi par le haut. Dans la pratique, dans la Terre, il y a en plus le dégagement de chaleur dû à la radioactivité dont il faut tenir compte. Alors, l'analogie avec l'imagerie médicale, ce que nous allons mesurer, essentiellement, ce sont les temps de propagation et les amplitudes des ondes sismiques qui se seront propagées dans différents endroits à l'intérieur de la Terre. Et là, ce qui est important, c'est la convention de couleur que nous allons utiliser, qui n'est pas la même que celle utilisée en géophysique de prospection, qui est l'inverse. C'est que si on prend par exemple un modèle moyen, qu'on va prendre en couleur blanche, les régions où les ondes vont être ralenties vont être indiquées par des couleurs rouges. Les régions où les ondes vont être accélérées vont être indiquées par des couleurs bleues. Alors la convention rappelle que tout au premier ordre, on peut interpréter les variations des vitesses de propagation des ondes sismiques en termes de température. Et lorsque le milieu est plus chaud que la moyenne, les vitesses sont plus lentes, et lorsque le milieu est plus froid que la moyenne, les vitesses sont plus rapides. Donc couleur chaude ici, pensez vitesse lente, mais aussi milieu plus chaud. Donc ça, c'est les conventions. Alors, un autre élément, il s'agit de vitesse de propagation. À quelle vitesse se propage l'onde? Ça n'est pas la même chose que la vitesse de déplacement des plaques. La vitesse de déplacement des plaques, c'est de l'ordre du centimètre par an, ou quelques centimètres par an, suivant les plaques. Et la vitesse de propagation des ondes dans la Terre, c'est des kilomètres par seconde. Donc
voilà, ne pas confondre. Alors, le principe de la tomographie. Le principe de la tomographie, en dessin, c'est tout simple. Imaginez que vous ayez un milieu avec une région froide et ce que je vais appeler une anomalie chaude à l'intérieur. Vous avez des sources sismiques tout autour et des enregistreurs, ici indiqués par les triangles bleus, et vous allez mesurer le temps de parcours de l'onde, ici indiqué tout simplement par un ray qui est tout droit, qui est linéaire, qui est rectiligne parce que la structure ne change pas. C'est tout très schématique. Mais donc vous allez enregistrer un certain temps de parcours, qui va être votre temps de parcours moyen dans le background plus froid. Et seules les stations pour lesquelles, et les sources, les couples de stations-sources qui vont traverser la région lente vont avoir ce qu'on appelle une anomalie de temps de propagation. Les ondes vont arriver ici plus tard. Elles vont être ralenties par ce corps et elles vont arriver plus tard. Donc ici, vous allez avoir sur cet enregistreur-là, correspondant à cette source-là, une arrivée plus lente, plus retardée, une arrivée retardée, et les autres donc ne sont pas retardées. Pareil dans l'autre sens, avec celles qui interagissent avec la zone lente vont être ralenties. Si vous n'avez que des enregistrements dans une direction, vous allez pouvoir dire j'ai une anomalie à peu près dans cette région-là, mais si vous n'avez pas d'autres directions, vous ne regardez que dans une direction, vous n'allez pas pouvoir la localiser et donc aussi déterminer son amplitude. Quelle est l'anomalie de vitesse correspondante à l'intérieur de cette anomalie? C'est donc le principe le plus fondamental, c'est qu'on a besoin d'illuminer les structures dans différentes directions pour pouvoir résoudre leur localisation et aussi, donc, une fois qu'on les a localisées, on peut aussi en déduire l'amplitude. Ça, c'est une autre version du même diagramme pour, encore une fois, on part d'un milieu de référence, dans ce cas-là, un milieu homogène, des sources S1, S2, des stations AB ici, une autre C ici. Le milieu est homogène, donc les ondes se propagent selon des lignes droites. La propriété du milieu est la même partout. Et vous introduisez ici une anomalie rapide, une anomalie lente. Donc, la station B ici, qui enregistre la source S2, va enregistrer un temps d'arrivée plus rapide, plus tôt que prévu. Celle-ci va enregistrer un temps d'arrivée retardé. Par contre, celle-là va enregistrer le temps de référence. Et encore une fois, si vous avez uniquement si vous échantillonnez uniquement dans une direction, vous allez peut-être pouvoir localiser en gros une anomalie, mais pas l'autre. Il vous faut vraiment quadriller l'espace le plus possible pour pouvoir résoudre ces structures. Donc évidemment, on passe ça dans le domaine mathématique. Je vais vous montrer un exemple simple tout à l'heure. Mais c'est vraiment ça le principe fondamental de la tomographie. Si vous n'avez pas une bonne illumination, vous n'arriverez pas à résoudre les structures. Et comme je vous ai dit, nous n'avons pas une bonne distribution des sources, nous n'avons pas une distribution des stations adéquate, donc il faut donc inventer des méthodes pour y remédier. Alors, donc, les ondes sismiques, quelles sont leurs propriétés? On va se placer dans le cadre d'un milieu élastique. Donc, quand les ondes se propagent, elles vont déformer les roches au fur et à mesure qu'elles se propagent, mais les roches vont revenir à leur forme et à leur position précédente dès que l'onde est passée. Et dans un milieu élastique comme celui de la Terre, un milieu solide, il y a deux types d'ondes qui se propagent, les ondes de compression qu'on appelle P et les ondes de cisaillement qu'on appelle S.
P pour primaire, S pour secondaire. Elles ont des propriétés différentes. Pourquoi on les appelle comme ça? Celles-ci se propagent plus vite, elles arrivent les premières, et celles-ci arrivent plus tard, donc on les appelle secondaires. Les ondes de compression, les ondes P sont des ondes de compression. Si ceci est la direction de la propagation de l'onde, schématiquement, elles consistent en des mouvements de particules à un endroit donné qui consistent en des successions de compression et de dilatation, compression et dilatation, dans la direction de propagation. Donc, changement de volume, compression et raréfaction, et il n'y a pas de rotation. Elles sont similaires aux ondes sonores dans l'air. C'est la même chose que les ondes qui se propagent dans l'air. Par contre, les ondes S, les ondes de cisaillement, le mouvement des particules à leur passage est un mouvement qui est dans une direction perpendiculaire à la direction de propagation, et il n'y a pas de changement de volume, juste un cisaillement. Donc on peut distinguer les deux, et donc elles vont se propager avec des vitesses différentes. Donc il faut introduire les propriétés du milieu auxquelles elles vont être sensibles. Donc deux modules, deux types d'ondes, donc deux modules. Le module d'incompressibilité qu'on appelle kappa, qui représente le rapport de la force à la déformation, donc qui représente la force par unité de volume qui est nécessaire pour changer de volume sans changer la forme. Donc le changement de volume, donc on a aussi un signe moins. Quand la pression augmente, le volume, plus vous augmentez la pression, plus le volume va diminuer. Et la vitesse associée, c'est comme la vitesse du son, ça va être une vitesse des ondes qui traversent un tel milieu, va être la racine carrée de ce module divisé par ρ, qui est la densité. La densité du milieu va toujours être notée par ce symbole ρ. Donc ça, c'est le module d'incompressibilité. Il y a l'autre module, ce sont donc des modules physiques qu'on peut mesurer en laboratoire. On peut les mesurer en faisant des expériences de laboratoire sur les roches et déterminer ses propriétés sur les roches dans différentes conditions de pression et de température. Et l'autre module, c'est le module de cisaillement, ou la rigidité, qui mesure, alors ici vous voyez un volume qu'on va déformer, mais sans en changer le volume, ainsi, donc, ce qui produit un cisaillement. Ça va être encore une fois la force nécessaire pour changer la forme, ici indiquée par l'angle dθ et la surface du morceau de cube, si vous voulez, donc son volume. Et donc ce rapport, ce sera le module de rigidité. Et on note que pour les liquides, ce module est égal à 0. Les liquides n'ont pas de rigidité. Et la vitesse qui va correspondre, ça va être la vitesse des ondes de cisaillement, la racine de mu sur ρ, ρ étant toujours la densité. Alors, encore quelques notions. L'élasticité, la théorie de l'élasticité, c'est la théorie dans laquelle les contraintes sont proportionnelles aux déformations. Ce qui s'écrit de manière un peu complexe mathématique ici, si on indique les contraintes dans un milieu à 3 dimensions comme notre espace, vous avez des indices IJK qui vont varier de 1 à 3, et un tenseur d'ordre 2 ici, un tenseur d'ordre 2 ici pour les déformations, et un tenseur d'ordre 4 qui les relie. Mais vous pouvez, dans un espace de dimension 1, donc tout simple, une barre que vous allez comprimer, la déformation de la barre, c'est le changement de longueur divisé par la longueur totale de la barre, et vous pouvez relier ça de manière linéaire à la force appliquée pour déformer la barre. C'est ça la théorie de l'élasticité. C'est la loi de Hooke, et qui est valable pour des déformations toutes assez petites, qui est le cas, qui est une bonne hypothèse dans le cadre de la propagation des ondes sismiques, disons, qui font des déplacements de l'ordre du micron, enfin des déplacements de l'ordre du micron. On est bien dans le cadre de cette théorie en général. Je dis bien en général parce qu'il y a des exceptions.
Donc ça, c'est le tenseur élastique, peu importe. Simplement pour vous indiquer que si on voulait connaître toutes les propriétés du milieu à l'intérieur du manteau terrestre, il faudrait connaître 81 éléments du tenseur élastique qui va donc contenir ces propriétés du milieu. Je vous ai montré les propriétés simples, le module d'incompressibilité et le modèle de cisaillement. Dans cette équation-là, il y a 80 éléments en principe, mais on peut les réduire à 21 éléments indépendants. Et donc, encore plus, le cas le plus simple, c'est ce qu'on appelle un matériau isotrope, où les propriétés ne dépendent pas de la direction. Et dans ce cas-là, il n'y a que 2 éléments indépendants, qu'on appelle les paramètres de Lamé, et on peut relier les déformations aux contraintes par cette équation-là où on a appliqué une convention de sommation. Quand on voit le même indice, ça veut dire qu'on somme les déformations epsilon 1 plus epsilon 2 plus epsilon 3. Mais peu importe, l'important c'est de retenir que le cas le plus simple de matériau, c'est un matériau isotrope avec deux paramètres donc, qui caractérisent ce milieu élastique, ces paramètres de Lamé. Et donc il y a aussi la densité qui va intervenir puisqu'elle intervient dans la définition des vitesses. Et on peut soit représenter ce milieu par ces trois paramètres, la densité, le module de cisaillement et les 2 modules de Lamé, ou par donc la densité, le module de cisaillement et le module d'incompressibilité. Donc, trois éléments indépendants qu'il va falloir décrire dans tout le milieu. Donc, ça va être des paramètres qui vont dépendre de la profondeur et de la position géographique. Donc, déjà, vous voyez, même si on fait l'hypothèse d'un milieu isotrope pour la Terre, on a déjà 3 paramètres à déterminer dans tout le manteau terrestre, donc en fonction de la position à laquelle on se trouve. Mais en fait, je vais vous montrer un peu plus loin que ça ne suffit pas parce que dans certaines régions de la Terre, le milieu n'est certainement pas isotrope. Alors, bon, simplement pour ceux que ça intéresse, je passe très rapidement, mais ensuite on forme l'équation du mouvement. Donc, la force par unité de volume, la force ici, pardon, où U est le déplacement, donc ça c'est l'accélération, égale donc à la somme des forces, donc il y a les forces internes, les contraintes, et les forces externes, les forces volumiques, qui vont être, ces forces vont être engendrées par le séisme. C'est le séisme qui va produire ces forces externes. Les autres forces, ces contraintes, vont être donc dues aux propriétés du milieu. Si on connaît bien la structure, on connaît ce qui rentre dans ce terme-là. Alors, ensuite, on a donc cette loi de Hooke qui permet de relier les contraintes aux déformations, et les déformations, je ne l'ai pas indiqué, donc en 1D, oui, en 1D, dans un espace à une dimension, on peut écrire l'équation de cette manière-là, et on a une simple relation entre la contrainte et la déformation ici en 1D avec les paramètres de Lamé. Peu importe, je veux simplement montrer qu'on arrive à une équation qui relie, c'est l'équation du mouvement, l'équation des ondes, qui permet de résoudre le déplacement donc au cours du temps en fonction de l'espace et de temps dans un milieu particulier où on connaît les propriétés élastiques. Donc, encore une fois, ce qui intervient, c'est la densité et les 2 paramètres élastiques. Ici, les paramètres de Lamé, mais ça pourrait être le module d'incompressibilité et la rigidité. Alors, donc, encore une fois, le cas le plus simple, milieu décrit par 3 paramètres en fonction de la position, la densité, le module de cisaillement, le module d'incompressibilité. Mais si on résout l'équation des ondes, on s'aperçoit qu'on fait apparaître 2 types d'ondes. Donc encore, voilà, ces ondes P, les ondes de compression, et les ondes de cisaillement. Et donc les deux vitesses correspondantes
qu'on va noter VP ou parfois alpha, et VS ou bêta. J'aurais dû mettre bêta ici. La VS, c'est la même, c'est la vitesse des ondes de cisaillement. La vitesse de compression, la vitesse des ondes de compression fait intervenir à la fois le module d'incompressibilité et le module de cisaillement, ou la somme de ces deux termes-là. Alors, on voit tout de suite que la vitesse des ondes S, bêta ou VS, est inférieure à la vitesse des ondes P, sachant que les paramètres sont positifs. Alors, dans le cas général, c'est plus compliqué, mais je dois en dire un mot pour bien cadrer le problème. Donc, il y a 21 éléments de ce tenseur élastique qui décrit les propriétés élastiques du milieu. On ne peut pas espérer les résoudre tous avec les données qu'on a à la surface de la Terre. Donc, on est obligé de faire des hypothèses informées, suivant ce qu'on sait de la nature des roches et de leur distribution dans l'intérieur de la Terre, et des hypothèses sur le type d'anisotropie, c'est-à-dire l'écart par rapport à l'anisotropie qui va donner des vitesses différentes suivant qu'on regarde dans des directions différentes ou suivant la polarisation des ondes lorsqu'elles se propagent à l'intérieur de la Terre. Donc, si on fait ces hypothèses, on va pouvoir réduire le nombre de paramètres indépendants et donc on va avoir certains types d'anisotropie et chacun va être décrit par un nombre spécifique, une combinaison spécifique de ces paramètres élastiques, donc de ces 21 éléments. Alors simplement des exemples ici de symétrie dans les cristaux. Et suivant la symétrie, vous avez plus ou moins de paramètres indépendants indiqués ici entre parenthèses. Le système cubique, il n'y en a que 3. Le système hexagonal, comme celui de la glace, il y en a 5. L'olivine, qui est le matériau principal, enfin prépondérant dans le manteau supérieur de la Terre, a une structure orthonombique où il faut 9, il y a 3 plans de symétrie, 9 éléments indépendants, etc. C'est ces deux types de symétrie qui vont être les plus rencontrés donc, dans l'intérieur de la Terre. Mais vous voyez qu'on est passé de 2 paramètres indépendants, kappa et mu, à 5 dans ce cas-là, et 9 dans ce cas-là. Alors ici, je donne l'exemple de la glace, mais ça s'applique aussi aux roches. En particulier, on va avoir un système hexagonal si on a une structure en couche. Vous pouvez bien vous imaginer que si vous avez une structure en couche, horizontale par exemple, avec des zones rapides, des zones lentes, une alternance de zones rapides et de zones lentes, la vitesse de propagation des ondes lentes le long des plans de couches va être différente de la vitesse de propagation dans la direction perpendiculaire aux couches. Et il y a une symétrie hexagonale, une symétrie autour d'un axe qui va donner lieu à 5 éléments indépendants du tenseur élastique. Donc ce type de symétrie, on l'appelle SPO, en anglais, Shape Preferred Anisotropy. Et ici, on suppose un axe vertical, mais si vous voulez pencher les couches, il faut rajouter 2 angles qui vont vous donner la direction du pendage des couches, donc 7 éléments. Alors le cristal d'olivine, plus de 50% de la constitution du manteau supérieur, c'est de l'olivine. C'est un cristal à symétrie orthorhombique, mais qui est approximé souvent en pratique par une symétrie hexagonale. Il y a 3 axes, mais les 2 axes A et B sont très similaires, donc on peut approximer pas trop mal par une symétrie hexagonale, ce qui réduit le nombre de paramètres de 9 à 5. Donc voilà. Alors, pourquoi tout ce discours sur l'anisotropie ? C'est qu'en fait, on l'observe très couramment. Elle a été observée dès ici les années 60 dans la lithosphère océanique où ont été observées des variations azimutales. Alors azimutale, ça veut dire en fonction de l'angle par rapport au nord, dans laquelle on regarde la propagation des ondes. On a observé des variations
dans les temps de parcours, c'est-à-dire donc dans les vitesses de propagation des ondes. Ici, vous avez cette observation, donc l'azimut, donc ici, ça c'est le nord, ça, 180 degrés, ça va être le sud, est à 90 degrés, ouest à 270 degrés. Et vous voyez que les vitesses sont plus rapides, ici à 90 degrés, et plus lentes à 180 degrés et à 0 degré. Et ça, c'est la direction nord-sud, plus ou moins, de la dorsale. En fait, les observations initiales, elles ont été faites à Hawaï, mais peu importe, ça s'applique aussi dans les régions de dorsale, c'est plus simple à expliquer. Et donc, vous avez des vitesses plus rapides dans la direction perpendiculaire à la direction de la dorsale que dans la direction de la dorsale. Donc ça, c'est les premières observations, c'était des ondes P qu'on appelle les ondes PN, c'est des ondes P qui se propagent juste en dessus de la base de la croûte terrestre. Donc, vous voyez quelques pourcents d'anisotropie qu'on ne peut pas ignorer, puisque ça donne des observations très cohérentes et dont il faut bien sûr tenir compte, sinon l'interprétation tomographique serait complètement fausse. Alors non seulement nous avons donc à tenir compte de l'anisotropie dans le manteau supérieur, essentiellement dû à l'olivine, et ce qui se passe, c'est que les cristaux d'olivine s'alignent dans la direction de la convection, dans la direction du mouvement de convection, et donc suivant que on peut disons, considérer la déformation actuelle, la déformation actuelle dans les mouvements de convection actuels, et la déformation gelée dans la lithosphère qui correspond à donc, des directions acquises autrefois. Et bien sûr, ceci nous informe aussi, nous donne des informations supplémentaires, en plus, disons, du lent et rapide, chaud et froid, sur les directions et les morphologies des courants de convection. Juste un mot pour ce qui se passe à la base du manteau. Il y a aussi des observations d'anisotropie qu'on observe par la sismologie et qui correspondent sans doute à la présence d'une structure cristalline qui est ce qu'on appelle la post-pérovskite. La structure ou le minéral le plus prépondérant dans le manteau inférieur, c'est la pérovskite de magnésium, qui a une structure orthonombique, mais qui est sans doute plutôt isotrope. Mais juste à la base du manteau, dans les derniers 300 km, il y a, au moins dans certaines régions de la Terre, on passe, à cause de la pression et de la température, à une zone, donc il y a une transition de phase, un changement dans la structure cristalline qui passe à une structure de post-pérovskite, où vous voyez ici des couches d'atomes qui en se déformant vont provoquer aussi une anisotropie assez considérable. Donc, voilà, où en suis-je ? Je vais bientôt m'arrêter parce que je voudrais faire une pause. Je ne suis pas allée assez loin, mais simplement pour résumer, vous avez donc un sismogramme ici, un sismogramme typique télésismique, un séisme en Californie, c'est le séisme de Loma Prieta de 1989, qui était enregistré en Finlande, donc à environ 10 000 km, et vous avez une succession d'ondes qu'on sait reconnaître, l'onde P, l'onde S, l'onde SS, qui est l'onde qui s'est réfléchie une fois à la surface de la Terre avant d'arriver à la station. Attendez, la source, elle est ici, donc la station serait plutôt ici. Et ensuite, vous avez les ondes de surface. Alors, je n'ai pas parlé encore des ondes de surface. Je vais le faire tout de suite. Donc, on va distinguer encore une fois, on distingue les ondes de compression et les ondes de cisaillement, mais on distingue aussi ce qu'on appelle les ondes de volume, qui sont des ondes de relativement courte période qui se propagent en première approximation le long de raies à l'intérieur de la Terre, à l'intérieur du volume de la Terre. On les appelle les ondes de volume.
Alors, on va voir, je vais parler de la théorie des raies. On a déjà parlé des ondes P et S qui sont typiques, mais près de la surface, dans les couches, vous avez des interférences entre ces ondes P et ces ondes S qui vont donner lieu à des ondes qu'on appelle les ondes de surface, qui se propagent le long de la surface de la Terre et dont l'énergie diminue avec la profondeur. Ces ondes de surface, elles sont plus lentes, elles arrivent après les ondes de volume principal. Elles contiennent de l'énergie à plus longue période. Vous voyez ces oscillations qui sont plus espacées. Ça indique que leur période est plus longue. Et elles ont des très grandes amplitudes. Et il y en a deux types aussi. Il y a deux de tout dans un milieu élastique, des ondes de compression, des ondes de cisaillement, des ondes de surface correspondant aux ondes de cisaillement, les ondes de Love, et les ondes de Rayleigh, qui sont des combinaisons d'ondes de compression et d'ondes de cisaillement, deux types d'ondes. Et leur propriété très importante, dont on reparlera, c'est qu'elles sont dispersives. La vitesse de propagation dépend avec la fréquence. Excusez la faute d'orthographe. Vous le voyez très bien ici. Vous avez une onde ici de plus longue période et une plus courte période qui arrive plus tard. Alors, encore quelques propriétés. Donc, les ondes de Love et les ondes de Rayleigh, elles se distinguent par leur mouvement particulier. Donc, quand elles traversent le milieu, une particule, vous mettez un bouchon ici, il va se déplacer suivant une ellipse rétrograde dans la direction de propagation, alors que l'onde de Love va être dans le plan horizontal et le bouchon va se déplacer perpendiculairement à la direction de propagation, donc de manière linéaire, alors qu'ici c'est elliptique. Donc toutes ces propriétés vont nous permettre aussi de les distinguer dans les enregistrements. Et typiquement, une station sismique va comprendre 3 sismomètres, les 3 directions, verticales et 2 directions horizontales qu'on oriente en général vers le nord et vers l'est. Et on va faire une rotation des composantes horizontales si on sait où est le séisme, pour avoir la composante dans la direction de propagation et la composante dans la direction perpendiculaire. Donc ici, vous avez la composante verticale, la composante transverse, la composante longitudinale ou radiale le long de la direction de propagation à la surface. Et vous voyez d'autres ondes différents. Vous voyez les ondes P de compression sur la composante verticale principalement. Vous voyez ces ondes de volume. Les ondes S de type S arrivent un peu plus tard et elles sont très fortes sur les composantes horizontales. Et ensuite, vous avez les ondes de surface, l'onde de Love qui arrive la plus vite, qu'on voit sur la composante transverse, parce qu'elle est transverse à la direction de propagation, et l'onde de Rayleigh, avec son mouvement elliptique, qu'on va voir sur la composante verticale, et donc on va la voir dans le plan vertical, sur la composante verticale et la composante le long de la direction de propagation. Et c'est comme ça qu'on les distingue en regardant les sismogrammes à l'œil nu. Et bien sûr, on peut aligner, à partir d'une source, on peut aligner un certain nombre de stations, et on va voir en fonction de la distance. Alors ça me permet d'introduire la distance épicentrale. Ce qu'on appelle la distance épicentrale, c'est une distance entre le point juste au-dessus de la source à la surface de la Terre et la station, mesurée comme l'angle à partir du centre de la Terre. Donc c'est un angle qui, à l'équateur, par exemple 90 degrés, c'est environ, c'est pas tout à fait 10 000 km. On peut convertir en kilomètres en connaissant le rayon de la Terre. Le kilomètre, ça va être R alpha, où alpha est cet angle. Et donc on peut aligner les sismogrammes qu'on observe dans différentes stations de plus en plus loin du séisme, et on va pouvoir observer les ondes qui arrivent de plus en plus tard, plus vous êtes loin. Et on va pouvoir les reconnaître et reconnaître leur temps de propagation, et donc en déterminer des tables de temps de propagation.
Donc ces ondes, cette succession d'ondes, il y a les ondes directes, les ondes P et les ondes S, et puis il y a toutes les ondes qui se réfléchissent et se réfractent sur les différentes structures à l'intérieur du manteau. Alors encore une dernière, avant de faire une pause, une dernière introduction ici. Le type de fréquence qu'on observe donc en sismologie globale, où on regarde ce qu'on appelle les distances, on regarde à distance télésismique, à distance lointaine. Typiquement, les périodes des ondes qu'on regarde, pour les ondes de volume, c'est autour de 1 seconde pour les ondes de compression, autour de 10 secondes pour les ondes de cisaillement. Et ensuite, les ondes de surface couvrent des périodes de 10 secondes jusqu'à disons 200 ou 300 secondes. Et ensuite, on va avoir les modes propres dont je vais parler après la pause. Vous voyez ceci remis dans le cadre des autres types d'observations. La sismologie de réflexion, donc en géophysique appliquée, c'est des fréquences plus grandes. Et ensuite, de l'autre côté, on a le domaine de la déformation crustale, les mesures qu'on fait actuellement, surtout par GPS, par mesure disons, on calcule les distances entre 2 points par GPS, et ça permet d'étudier la déformation crustale à l'échelle donc des déplacements des plaques, donc de l'échelle des millimètres ou des centimètres comparée aux échelles sismiques qui sont plutôt du micron. Alors, une dernière explication. Donc, on parlera bien sûr des ondes. Les ondes contiennent beaucoup de fréquences. On va pouvoir séparer les différentes fréquences et obtenir. Elles vont être constituées d'une somme sur des ondes monochromatiques d'une seule fréquence. Et bien sûr, les notions importantes, c'est la notion de la période de l'onde et de sa fréquence, donc la période étant l'inverse de la fréquence, et de sa longueur d'onde, qui est le produit de la vitesse, ici c, par la période. Donc une onde, ça c'est une animation en fait, qui a été faite par un de mes anciens étudiants, qui montre une onde qui se propage ici, et à un endroit donné, vous avez un mouvement particulier qui est celui qui va correspondre aux différents types d'ondes et qui va nous renseigner sur les propriétés du milieu à cet endroit donné. Voilà. Alors, je vais ensuite passer aux modes propres, mais je vais faire une petite pause parce que ça fait. Et donc, je vais mettre un film. J'ai un film à montrer. Attendez. On va passer à. Voilà. Je vais faire une pause de 5 minutes parce que dans ce temps-là, vous pouvez admirer les reconstructions de mouvements, disons, de plaques et donc de la dérive des continents depuis 400 millions d'années. Je peux prendre 1 ou 2 questions, 5 minutes, mais des questions uniquement en rapport avec ce que j'ai raconté, si vous en avez. Donc le dernier type d'onde qui va nous intéresser, enfin le dernier type d'observation qui va nous intéresser, ce sont les modes propres. Alors je vous ai montré un sismogramme d'1 heure, mais pour un très fort séisme, si on regarde un sismogramme sur 24 heures, ici c'est 15 heures de données, l'échelle de temps c'est 15 heures, et on voit une succession d'arrivées d'énergie. Ces arrivées d'énergie correspondent à des ondes de surface, les ondes de surface de longue période, qui sont engendrées à une source et arrivent à une station. La station est ici. Le premier train, qu'on appelle ça un train d'ondes, ici c'est les ondes de Rayleigh, R, parce qu'on regarde la composante verticale, vont arriver les premières sur le trajet le plus court entre la source et la station, donc R1. Ensuite, il y a l'onde qui a fait le tour de la Terre de l'autre côté, qui va être qu'on appelle R2, ici, qu'on va voir apparaître plus tard. Ensuite, vous allez avoir l'onde qui est allée dans la même direction que l'onde R1, mais qui a fait un tour de Terre de plus. Voilà, R3. R4 dans l'autre sens, un tour de Terre de plus, 5, etc. Et vous voyez aussi que l'amplitude diminue, c'est parce que la Terre n'est pas purement élastique.
je vais en reparler. Mais ceci, c'est, disons, avec analogie avec la corde vibrante, une corde avec fixée au debout, vous avez des ondes qui se propagent dans les deux directions si vous pincez la corde, et elles vont former des ondes stationnaires, ici, donc comme ceci, par interférence, avec des nœuds et des ventres qui vont donc l'amplitude va augmenter et diminuer, mais avec des points fixes. Et donc c'est la même chose si on fait. Maintenant on passe à l'espace des fréquences. D'un enregistrement très long comme ceci, on va voir apparaître des pics en fréquence à des fréquences très particulières, ici, qui correspondent aux fréquences propres de la Terre, qui sont des propriétés du milieu, donc des propriétés de la structure interne de la Terre. Alors ici, on a quelques animations pour montrer. Le mode le plus grave, c'est, ils ont des noms comme ça qu'on leur donne, suivant le nombre de nœuds horizontaux et verticaux qu'ils ont. Le mode 0S2, c'est le mode le fondamental le plus grave. Il a à peu près presque 1 heure, 54 minutes de période. C'est un mode qui correspond à des vibrations comme ceci de la Terre, qui est représenté ici, bien sûr, très exagérées. Et ensuite, vous en avez d'autres qui correspondent à des déformations plus compliquées de l'intérieur et de la surface de la Terre. Et celui-ci est intéressant, c'est le mode 0S0, qu'on appelle le breathing mode en anglais, parce qu'il correspond à des dilatations et des compressions régulières, partout la même, donc en fonction du temps. Et donc ces modes, comme une cloche lorsque le son d'une cloche dépend de la forme de la cloche, du matériau dont elle était faite et de sa taille. Et donc c'est pareil, la mesure des fréquences propres de la Terre va nous permettre de nous renseigner sur sa structure interne, et on peut le faire au moyen, on va savoir comment chaque mode est sensible à différentes parties de l'intérieur de la Terre, à différents paramètres. Donc ici, c'est quelques exemples. Un mode ici qu'on appelle un mode du manteau, qui est, donc ça c'est ce qu'on appelle les noyaux de sensibilité. Plus l'amplitude est grande, plus ça veut dire que ce mode est sensible ou permet de résoudre la structure à une certaine profondeur. Ça, c'est la profondeur en fonction donc de la surface au centre de la Terre. Ici, les différents, ça c'est la vitesse des S, la vitesse des P et la densité. Donc ce mode-là est va nous renseigner principalement sur la structure dans le milieu du manteau, sur la vitesse des S. Mais il nous renseigne un peu aussi sur les autres paramètres. Par contre, celui-ci, il a une sensibilité qui varie avec la profondeur, mais il a pas mal de sensibilité à la vitesse des ondes P dans le noyau liquide. Donc, on va l'utiliser pour essayer d'étudier la structure du noyau. Et donc, encore une fois, ce sont des modes, par analogie avec la corde vibrante, ces différents modes vont avoir des ventres et des nœuds à différentes profondeurs et à différentes positions. La corde vibrante, c'est en une dimension. Les modes, c'est en 3 dimensions. Donc, il va y avoir en fait, ils vont être décrits dans une Terre sphérique, disons un modèle de référence de Terre sphérique. On va avoir deux entiers pour l'harmonique ici et l'ordre angulaire. Mais bon. Alors, juste pour vous amuser un peu, il y a 2 types de modes, donc les modes sphéroïdaux et les modes toroïdaux, comme les 2 types d'ondes et les 2 types d'ondes de surface. Et ici, c'est un diagramme qui montre, en fonction de cet indice L, qui est l'ordre angulaire, qui représente le nombre de nœuds à la surface, en fonction de la latitude, et donc leur fréquence, et ça c'est en fonction de la fréquence, on lit la fréquence d'un mode particulier. Ici vous allez avoir le mode fondamental, n égale 0, donc où il n'y a pas de nœud en profondeur. Ensuite le premier harmonique qui va avoir un nœud en profondeur, le deuxième harmonique, etc. Ça c'est pour les modes toroïdaux où le diagramme est assez simple.
Et on va voir comment on peut reconstituer, en sommant ces modes propres, un sismogramme. Alors, ce qu'on va voir ici, c'est le sismogramme complet, donc c'est un sismogramme relativement longue période, c'est-à-dire des périodes plus grandes que... Bon, là, on est à 5 millihertz et 200 secondes, hein, donc des périodes très très longues. Et on va ajouter les modes 1 à 1 en partant ici de ce mode 0T14. Et un seul mode, c'est une onde stationnaire qui décroît d'amplitude en fonction du temps. Hein, il y a juste une décroissance en fonction du temps. Et quand on va sommer les modes, on va voir peu à peu apparaître une concentration dans le temps. Ah. Comment ça marche ? Vous voyez, on ajoute ici, et vous voyez ici le résultat de cette sommation, le mode fondamental, il va nous donner les ondes de surface, et ensuite les modes harmoniques au fur et à mesure vont nous donner finalement, en les sommant, on peut obtenir les ondes de volume. Bon, ça ne se voit pas sur ce diagramme, mais on peut tout obtenir par sommation de modes propres. Alors pour finir cette partie, il faut quand même dire que les ondes sismiques sont atténuées parce que la Terre n'est pas complètement élastique, et heureusement, parce que si elle était complètement élastique, à chaque fois qu'il y a un séisme, on aurait des vibrations, et les vibrations se rajouteraient, on serait tout le temps en train de vibrer. Et donc cette atténuation se mesure par ce qu'on appelle le facteur de qualité, et l'inverse du facteur de qualité, c'est l'énergie élastique perdue au cours d'un cycle. C'est l'énergie qui est transformée en chaleur par des phénomènes de dissipation, donc au passage de l'onde dans les roches. Et donc la perte d'énergie, on peut la décrire à l'aide de ce paramètre en introduisant donc de cette manière-là, donc va décroître exponentiellement en fonction du temps, qui va dépendre de la période et du facteur de qualité à cette période donnée. Les amplitudes, c'est la racine carrée de l'énergie, donc on perd un facteur 2 dans l'exponentielle. Et donc je vous rappelle, c'est ce qu'on voit. On voit la diminution de l'énergie en fonction du temps, qui est due à cette atténuation donc intrinsèque du matériau terrestre, et aussi à d'autres phénomènes tels que la dispersion géométrique. Le séisme dégage de l'énergie dans toutes les directions, et on regarde dans une seule direction, donc au fur et à mesure, on perd aussi de l'énergie de cette manière-là. Mais si on compare la Terre à, par exemple, la Lune, voici un séisme lunaire observé par Apollo. Donc, on voit la différence, l'atténuation dans la Terre, qui est bien plus grande que celle dans la Lune, où il y a beaucoup des phénomènes de diffusion qui vont disons, répartir l'énergie dans de nombreuses directions, et cette énergie revient. Alors, bon, ce sont des petits séismes, donc c'est pas très grave, mais si on était sur la Lune, si on vivait sur la Lune, on ressentirait sans doute souvent des vibrations, et pendant longtemps. Donc voilà, donc ça c'était la première partie. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie que j'ai mise dans un autre PowerPoint. Nous allons passer maintenant, nous rapprocher, c'est encore de l'introduction, mais un peu plus sur les... Donc, je vais parler un peu, rappeler la théorie des raies. C'est la même chose qu'en optique, mais appliquée à un système où on a deux types d'ondes. Et sur la base de cette théorie des raies qu'on peut appliquer aux ondes de volume, je vais un peu essayer d'introduire la problématique de la tomographie, qui est un problème inverse. Donc, je vous ai montré ce genre d'animation où nous avions... Alors, où est-ce qu'il est ? Où nous avions montré les ondes qui se propagent. On peut définir, en plus donc, du front des ondes,
on peut voir, si on regarde dans une direction particulière, on peut tracer, donc en première approximation, si on suppose que la fréquence, c'est une approximation de fréquence infinie, on peut tracer un ray le long duquel se propage une onde particulière qu'on va observer dans une station particulière. Alors cette animation est assez jolie. Elle montre, vous voyez, le tracé de certains rays, en particulier pour des ondes directes, des ondes réfléchies, et l'onde directe ici, l'onde S directe, et l'onde réfléchie à la limite noyau-manteau, qu'on va noter SCS. On a tout un zoo de nomenclature. S, C pour core mantle, pour limite noyau-manteau, petit c par réflexion, et une deuxième branche S. Et donc ces rays vont nous permettre de représenter le parcours de ces ondes, et donc en particulier d'en calculer le temps de propagation, qui est ce qu'on va mesurer, et comparer avec un modèle de référence. Alors, je vous rappelle la loi de Descartes. Si vous avez deux milieux élastiques, en optique, c'est des milieux avec des modules de réfraction différents, donc une interface entre deux milieux de vitesses différentes, donc de propriétés du milieu, la vitesse des ondes, V1 et V2, vitesse de propagation des ondes. À l'interface, là ce sont les fronts d'ondes. À l'interface entre les deux milieux, l'angle du ray va changer, et si la vitesse V2 est plus grande que V1, l'angle va augmenter, donc le ray va devenir plus horizontal. C'est pour ça qu'on voit les rays, comme la vitesse en moyenne augmente avec la profondeur dans la Terre, dû au fait que les effets de compression, et on va pouvoir récupérer les ondes à différentes distances dans la Terre. Elles ne vont pas traverser directement dans l'autre bout de la Terre. Alors en géométrie, donc on a le fond d'onde et le ray, et l'angle de ray doit changer à l'interface pour assurer la continuité du fond d'onde à travers l'interface. Et on a ce qu'on appelle le paramètre du ray, c'est une constante le long du ray qui est le rapport du sinus de l'angle d'incidence à la vitesse. Donc c'est une constante du ray qu'on appelle le paramètre du ray. Et donc le ray, si la vitesse continue à augmenter avec la profondeur, à un certain moment, cet angle-là va devenir égal à pi sur 2 ou à 90 degrés. Et donc l'onde va être complètement réfléchie et va repartir vers le haut. Et l'angle d'incidence qui correspond à un angle d'émergence égal à 90 degrés s'appelle l'angle d'incidence critique, et il n'y a pas d'onde transmise. Et donc on a cette relation que le paramètre du ray va être égal à ce sinus de cet angle critique divisé par la vitesse en haut, est égal aussi à 1 sur V2, puisque l'angle sinus de pi sur 2, c'est 1. Donc ça va nous déterminer, pour un angle d'incidence au départ donné, comment va se propager le ray dans ce milieu à couche. Alors ça, c'est en géométrie cartésienne. En géométrie sphérique, je ne vais pas raconter tout ça, mais c'est un peu différent, puisqu'on est dans une géométrie sphérique. On va introduire les rayons à partir du centre de la Terre, et le paramètre du ray est un peu différent. C'est le rayon à l'endroit donné où on se trouve, divisé par la vitesse, multiplié par le sinus de l'angle d'incidence. On peut montrer que c'est aussi la dérivée du temps de parcours total par la distance parcourue. Et bon, là, je laisse ça. Si vous voulez regarder les relations géométriques, on peut démontrer la constance du paramètre à partir de relations géométriques toutes simples. Alors, les trajets des rays donc, dans la Terre, quand la vitesse augmente avec la profondeur, on va avoir, plus on est loin, plus le ray va pénétrer profondément jusqu'à la limite noyau-manteau. Ensuite, il va y avoir des réfractions vers le noyau. Mais si vous avez des discontinuités de structure avec des forts gradients, comme on a donc à 400 km à 660 km, vous allez voir apparaître ce qu'on appelle des triplications, c'est-à-dire des ondes, 3 ondes
qui vont se suivre de très près en temps, une qui va correspondre à l'onde qui passe juste au-dessus de la discontinuité, une autre qui est celle qui passe juste au-dessous, et puis l'onde réfléchie sur la discontinuité. Ensuite, bien sûr, vous avez donc les ondes transmises et les ondes réfléchies. Alors les lois de la réflexion, c'est comme en optique, les angles sont les mêmes. Mais ce qui est différent, c'est qu'on a la possibilité d'avoir des ondes converties. Donc une onde arrive à une interface sous la forme d'une onde P, et elle peut être transmise en onde P, mais aussi être convertie en onde S. Elle peut être réfléchie en onde P ou réfléchie en onde S. Et donc les angles sont déterminés par les vitesses, les vitesses VP et les vitesses VS, ou alpha, bêta, dans les différentes couches. Donc ça, c'est la richesse donc, des observations sismiques, c'est qu'on a toutes ces ondes engendrées par la possibilité des conversions et des réflexions. Alors, donc, dans la Terre, il y a aussi des zones d'ombre. C'est comme ça qu'on a découvert que le noyau était liquide. Donc, à partir par Oldham en 1910, je crois. Il y a, donc là, vous avez des ondes P, donc de plus en plus loin, de plus en plus loin. Ensuite, vous allez avoir une onde qui va se diffracter le long de la limite noyau-manteau, qui n'est pas indiquée ici et qui ne peut pas être décrite par la théorie des raies. Mais vous pouvez aussi avoir des ondes plus profondes qui partent à des angles plus verticaux. Et celles-là vont se réfracter dans le noyau, mais comme la vitesse dans le noyau qui est liquide est inférieure à la vitesse dans le manteau, disons ici 12 km par seconde en moyenne, 9 km par seconde en moyenne ici, les raies vont repartir plus profondément et vont de nouveau dans le noyau externe se recourber et revenir, et donc finalement arriver à la station. Vous avez une zone d'ombre qui entre environ 100 et quelques degrés et 140, environ 140 degrés, où on n'observe pas d'onde P. Et d'ailleurs, c'est comme ça aussi qu'on a découvert, et il y a aussi des ondes d'ombre pour les ondes S, puisque les ondes S ne vont pas pénétrer du tout dans le noyau externe, puisque les ondes S ne se propagent pas dans les fluides. C'est aussi comme ça qu'on a découvert la graine solide. C'est Inge Lehmann en 1936 qui a vu des ondes dans la zone d'ombre et qui en a déduit qu'il y avait un corps réfractant, il y avait une variation rapide, un gradient rapide dans la vitesse des ondes P quelque part à l'intérieur du noyau. Elle avait déterminé à peu près au bon endroit, qui lui a permis de voir des ondes P dans la zone d'ombre. Et ensuite, on a pu ensuite déterminer que cette région était solide. Alors, donc ici, encore une fois, les ondes d'ombre pour les ondes P et les ondes d'ombre pour les ondes S, voilà, qui, elles, ne pénètrent pas dans la graine, mais dans le noyau externe. Par contre, vous pouvez avoir une onde S qui se convertit en onde P et ensuite se reconvertit en onde S ou repart en onde P. Donc, vous pouvez avoir différentes combinaisons. Mais les ondes S pures ne se propagent pas dans le noyau. Alors, ça nous amène à voir comment on voyait la Terre avant disons, l'avènement de la sismologie globale. On savait déjà qu'il y avait un noyau, qu'il était peut-être liquide, mais on n'était pas il a été prouvé en 1910 donc, par Oldham, par des méthodes sismologiques, et donc un modèle tout simple, avec, à part le fait qu'il y avait une région plus dense à l'intérieur, avait déjà été découvert par l'étude des marées, et donc avec une densité plus grande à l'intérieur, vers le centre. Donc, quelques décennies plus tard, 50-60 ans plus tard, par l'effet des études des ondes sismiques combinées avec les expériences en laboratoire pour déterminer la nature des roches, on a eu une vue plus précise de la structure, avec une structure dans le manteau, un manteau supérieur et un manteau inférieur, formé de roches de silicate et un noyau externe liquide, solide à l'intérieur, formé principalement de fer, en alliage avec quelques éléments plus légers. Alors, je vais parler
un peu des modèles de terre moyens, parce que quand je vous ai présenté les principes de la tomographie, vous avez vu qu'on a toujours une référence. Ça peut être un modèle homogène, et on va calculer les temps de propagation dans ce modèle homogène, et on va le comparer avec les observations, et les différences, qui vont être les anomalies de temps de parcours, vont nous renseigner sur l'hétérogénéité à l'intérieur. Mais il faut avoir un modèle moyen, et ces modèles moyens, donc, qu'on va appeler 1D, 1D parce qu'il va dépendre uniquement du rayon de la Terre, sont donc très importants. Actuellement, les modèles ont été construits dans les années 80 et 90, sont encore très utilisés. Il y en a 3 principaux. Je parlerai surtout de ce modèle-là. Et donc, ils sont utilisés comme modèle de référence, non seulement en tomographie globale dont on va parler, mais aussi pour la géodynamique et la physique des matériaux. Ils sont importants parce que la variation des vitesses et de la densité augmente très vite en fonction de la profondeur, et les anomalies par rapport à cette augmentation très prononcée qui nous intéressent, donc les variations de température, les variations de composition qu'on peut détecter, sont très petites par rapport à ça. Donc il faut vraiment enlever déjà la plus grande partie de cette observation. Alors voici le modèle PREM qui, étonnamment, a été construit en 1981, donc a été publié en 1980, mais est utilisé. Il était appelé à l'époque Preliminary Reference Earth Model. Il avait été commandité par l'Association internationale de sismologie et de géodésie en 1977 ou 1977, je pense. Et ce modèle est encore un excellent modèle de référence, donc, qu'on utilise couramment. C'est le premier modèle. Alors, c'est le premier modèle 1D, donc le modèle avec variation uniquement avec le rayon, qui inclut aussi des données. Le modèle inclut l'atténuation, donc 2 facteurs de qualité, un facteur en cisaillement et un facteur de compression, et aussi l'anisotropie radiale, donc les 5 paramètres élastiques dont je vous ai parlé avant, dans les 200 premiers kilomètres de profondeur. Vous voyez ici les profils de vitesse tels qu'ils changent avec la profondeur. Ici, on est à la surface, 6371 km, 0 le centre de la Terre, la densité ρ qui augmente avec la profondeur, plus ou moins régulièrement, avec des sauts correspondant ici à la discontinuité de 660 km et 400 km, qui sont des transitions de phase dans la structure cristalline de l'olivine. Et ensuite, la densité augmente dans le noyau considérablement parce qu'on passe de silicate, de roche silicate, à du fer qui est très dense. Et elle augmente encore un peu quand on arrive dans la graine solide ici. La vitesse des ondes S, elle augmente aussi dans le manteau. Elle devient 0 dans le noyau liquide et elle se stabilise autour de 3,5 km par seconde dans la graine. Et ensuite, vous avez la vitesse des ondes P qui est plus rapide, mais qui, vous voyez, elle varie quand même d'un facteur 2 entre la surface et la CMB, alors que les anomalies dues à la température et à la composition, c'est des pourcents. Donc, c'est pour ça que ces modèles de référence, c'est très important. Et donc, elle diminue dans le noyau, le fer à une vitesse de compression plus lente que les silicates, densité plus forte, et elle augmente un peu dans la graine qui est solide. Dans les solides, il y a toujours des vitesses plus élevées, et la graine est aussi faite de fer plus pur que le noyau externe, ce qui explique une partie de l'augmentation de la densité. Donc, ce modèle-là a été obtenu à partir des temps de parcours récoltés dans les bulletins de l'International Seismological Center, j'en reparlerai plus tard, et aussi en combinant avec les mesures de fréquence de mode propre. À l'époque, il y en avait à peu près 1000 de mesurés. Et donc, en plus, donc ça c'est les données sismiques. Ensuite, on a utilisé pour mieux déterminer le profil, en particulier en densité,
on a utilisé les données de la masse et du moment d'inertie de la Terre, et cette équation, l'équation d'Adams-Williamson, qui permet de relier la densité aux vitesses sismiques. La densité est la moins bien déterminée puisque les temps de propagation des ondes ne sont pas sensibles à la densité. Il n'y a que les modes propres qui permettent d'avoir directement accès à la densité, au profil de densité moyenne, mais on ne voit pas beaucoup de détails. C'est des données de très grande longueur d'onde, on ne voit pas les détails. Pour avoir plus de détails, cette équation qui fait l'hypothèse que la Terre est en équilibre hydrostatique permet de préciser ces profils. Et encore une fois, ce modèle est un excellent modèle de référence. Alors le voici encore une fois ici en couleur. Il y a des détails dans le manteau supérieur dont je ne parlerai pas tout de suite, mais je voulais simplement le contraster avec, quand on juxtapose ça avec ce qu'on connaît de la propriété des roches et des matériaux, des minéraux, des éléments chimiques, on a pu donc déterminer la nature des roches du manteau, qui sont des silicates, avec, comme j'ai dit, l'olivine étant le composant principal, autour de 50%, et donc des structures cristallines qui changent avec la profondeur sous l'effet de la pression et de la température. Dans le manteau inférieur, les structures, c'est des structures de perovskite. Tout ça, c'est dominé par le magnésium, des silicates de magnésium, mais il y a aussi un peu de fer, d'aluminium, du calcium, etc. Et donc, dans le noyau, le noyau est liquide, le noyau externe fait essentiellement de fer avec à peu près 10% en masse d'éléments plus légers sur lesquels on n'est pas encore d'accord. Ça peut être de l'hydrogène, de l'oxygène, du carbone, du soufre aussi, et la graine solide plus pure. Donc tout ça, ça a été au cours du temps, donc à partir des années 50, où on a pu confronter les premiers modèles moyens de la Terre avec les résultats des expériences de laboratoire à haute pression et haute température. Alors tout ça, c'est très bien parce que quand même, on a la chance que la Terre est plus ou moins sphérique et donc un modèle 1D est un très bon modèle de référence. Des couches concentriques de rayons constants représentent très bien en première approximation la structure interne de la Terre. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse, puisque ce qui nous intéresse, c'est les écarts. Ça, c'est une vue statique de l'intérieur de la Terre. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la dynamique, donc les écarts par rapport à ce modèle de référence. Alors, donc, je vais aborder un peu, j'ai encore 10 minutes, l'imagerie sismique, et je vais l'aborder par l'exemple de la tomographie basée sur les temps de parcours des ondes, P et S, donc des ondes de volume, P et S, télésismiques, donc à grande distance. Je montrerai des résultats de cette tomographie la semaine prochaine, mais encore une fois, je rappelle donc les principes, la couverture et les croisements. À un endroit donné, on va y représenter ça en termes de théorie des raies, et bien sûr les raies vont être courbées, etc., à l'intérieur de la Terre, mais ce qui est important, c'est qu'il va falloir avoir le plus possible de raies qui se recoupent partout à l'intérieur. Alors, pourquoi ces temps de parcours, c'est le début de la tomographie, donc dans les fins des années 1970. Les temps de parcours sont d'abord faciles à mesurer, les temps de parcours des ondes P. Les P, c'est les ondes les premières qui arrivent, donc on les voit très bien au-dessus du bruit. Les ondes S arrivent un peu plus tard, mais sont de plus grande amplitude, donc elles sont déjà dans la coda des ondes P, mais on peut aussi les mesurer relativement facilement. Notons que jusqu'à la fin des années 70, les enregistrements étaient des enregistrements, ce qu'on appelle analogiques, sur papier ou sur noir de carbone, donc il fallait en mesurer à la main. Maintenant, bien sûr, avec les enregistrements digitaux, on a des méthodes plus sophistiquées.
La théorie des raies, comme je vous ai présenté, est très simple à mettre en place et les calculs sont très rapides. Et donc les premiers modèles, que je présenterai plus tard, au niveau régional, au niveau donc du manteau supérieur, une région particulière, un continent particulier, été développé la même année qu'au niveau global par ces deux études que je présenterai. Donc, dans la Terre, la géométrie est la suivante, des raies courbées entre les sources et les stations. Et donc je vais faire là c'est un peu dommage parce que c'est à la fin, vous êtes fatigués, mais le temps de parcours de t du long du ray va s'écrire comme l'intégrale ou la somme le long du ray du temps de parcours dans chaque petit endroit ici. Donc si on dénote par ds une petite longueur infinitésimale le long du ray, et par V0 la vitesse sismique, donc la propriété de la roche ici à cet endroit-là, l'endroit S le long du ray, le temps de parcours va être l'intégrale le long de ce ray de la longueur divisée par la vitesse. Et on peut l'exprimer aussi en introduisant ce qu'on appelle la lenteur, c'est-à-dire l'inverse de la vitesse. C'est plus pratique à écrire et ça se somme plus facilement. Donc voilà, donc V0 c'est la vitesse des ondes, ça sera soit P soit S au point S sur le ray, et l'U0 est sa lenteur. Alors le trajet du ray, on a vu, si on connaît le modèle de référence, on va savoir tracer le ray en utilisant la loi de Descartes. Donc on va pouvoir déterminer le trajet et donc on va savoir en chaque point quel est le temps de propagation. On va pouvoir calculer le temps de propagation le long du ray en utilisant cette relation. En pratique, ça va être une somme, on va discrétiser, on va sommer sur des petits morceaux. Mais si on a une anomalie, comme décrite ici par exemple, où on a un écart donc, de la lenteur, on va appeler delta U par rapport à la lenteur de référence, et si cet écart est suffisamment petit, qu'on va appeler une petite perturbation, pour que le tracé du ray reste inchangé, la perturbation du temps de parcours, on va l'appeler delta t, donc le temps va être t plus delta t plutôt que t, et on ne va pas voir la relier à cette perturbation de lenteur, ça va être la somme le long du ray qui n'a pas changé de cette perturbation ds. C'est-à-dire, comme la perturbation en lenteur, c'est moins la perturbation en vitesse divisée par la vitesse au carré, c'est des dérivés, d de u sur d de v, c'est moins 1 sur v au carré, on peut l'écrire ainsi, delta u ds, ou moins 1 ds, ou moins 1 sur V0, delta V sur V0 ds, je fais apparaître ce que je vais appeler l'anomalie relative de la vitesse. C'est l'anomalie absolue, delta V, divisée par la vitesse de référence. C'est une quantité qui n'a pas de dimension, c'est pratique à utiliser et on va la déterminer en pourcentage. On va parler de pourcentage. Donc voilà, alors après, bien sûr, il va falloir paramétriser le modèle, il va falloir définir comment on va paramétriser le modèle. Alors ici, on a choisi des blocs, donc on a des blocs dans lesquels la vitesse est constante, c'est pour simplement illustrer la construction de ce problème. Donc si on appelle, si la vitesse relative, la perturbation relative de la vitesse dans le bloc J, alors ici c'est le bloc J, donc ici j'ai une perturbation. Si je l'appelle delta V sur V0 indexé par J, je vais pouvoir écrire le temps de parcours est perturbé sur ce trait-là, sur ce trajet-là qui est le ray I. Donc j'ai un ray I qui traverse des blocs J. C'est la somme sur tous ces blocs des perturbations, et donc ça va être la somme si j'ai n blocs, ça va être une somme de J égale 1 à n, de la perturbation dans ce bloc multipliée par cette quantité-là, qui est la longueur parcourue dans le bloc J par le trajet I, par le ray I, LIJ divisé par la vitesse dans ce bloc. Donc ça, c'est une quantité connue, je l'appelle GIJ, qui est donc ça transformé
puisque la vitesse est constante dans le bloc, je peux remplacer ds par la longueur dans le bloc, et la vitesse, c'est la vitesse constante, ça me donne ça. Donc je peux écrire ça sous cette forme. Hein, et donc voilà, LIJ est la distance parcourue par le ray I dans le bloc J, V0J est la vitesse de référence dans le bloc J. Là, je réécris la même chose. Et donc je vais pouvoir mettre cette équation sous cette forme, où, attendez, je vais mettre ici, où je vais mettre toutes les observations. Donc, dans chaque station, j'ai une observation d'anomalie de temps d'arrivée dans un vecteur, hein, que je vais appeler delta D. Ça va être mon vecteur de données, c'est ce que j'observe. Ce sont les perturbations par rapport au modèle de référence mesurées, hein, dans ces stations. Et donc, de l'autre côté, je vais avoir les perturbations de vitesse dans chaque bloc, que je vais aussi mettre sous la forme d'un vecteur. Je vais les indexer par cet index J et je vais les mettre sous la forme d'un vecteur. Ça va être le vecteur de modèle, les perturbations en vitesse. Donc je vais avoir une relation entre les perturbations du modèle par rapport au modèle de référence dont je suis partie et les données à travers cette relation G, ces quantités G qui forment une matrice que je connais. Si je connais le modèle de référence. Et donc, en fait, ce qu'on cherche à résoudre, hein, sous forme mathématique, c'est ce que je vous ai expliqué sous forme graphique avant, on cherche à résoudre ce qu'on appelle un problème inverse, étant donné un ensemble de mesures de perturbations de temps de parcours, le delta t ici ou delta d là, n, j'en ai n, déterminer les perturbations de vitesse, alors je me suis trompée, ça devrait être un m pour être cohérent, déterminer les perturbations de vitesse dans un modèle à 3 dimensions de la Terre, paramétrisé en blocs, des blocs indexés par les indices 1 jusqu'à m. Donc on connaît d, mais on cherche à déterminer m. Alors, j'ai réécrit ça ici, et donc une solution typique de ce problème, on a donc ici un vecteur, une matrice, un vecteur. La matrice, malheureusement, elle a pour dimension m et n. M et n ne sont pas les mêmes. On n'a pas toujours le même nombre de rays que le nombre de blocs. Hein. En général, on préfère d'ailleurs avoir plus de données que le nombre de blocs à déterminer, ce qu'on va appeler un système surdéterminé. On va pouvoir résoudre ça par moindre carré. On va prendre la transposée de la matrice et la mettre dans les deux membres, et ça va nous faire intervenir une matrice carrée, cette fois-ci, qui va être de dimension le nombre de blocs par le nombre de blocs. Cette matrice, on la connaît, et si c'est une matrice carrée, donc on sait inverser une matrice carrée, si elle est inversible, la solution qu'on va obtenir, qu'on appelle la solution des moindres carrés, on va obtenir une solution, donc on va obtenir un modèle de vitesse, un modèle de perturbation de vitesse en appliquant cette formule. On a les données, ici, les temps de parcours, cette matrice qui donne toute la géométrie des trajets, et ça, c'est l'inverse de la matrice. Mais malheureusement, on peut montrer aussi que cette solution par moindre carré est équivalente à minimiser la différence entre les prédictions du modèle. Donc, ça va être, la prédiction du modèle, c'est G delta M, une fois qu'on a un modèle, qu'on peut confronter aux données. Et on veut minimiser la distance, au sens des distances classiques, donc dans des distance L2 qu'on appelle dans la norme L2, on veut essayer de les minimiser. On veut trouver le modèle qui va expliquer le mieux les données. Mais alors, c'est un peu plus compliqué en pratique, et c'est là-dessus que je vais vous laisser. C'est que, en fait, d'abord, le calcul de cette matrice G contient beaucoup d'hypothèses sur lesquelles on est passé. La théorie des propagations des ondes, on a supposé que c'était des rays, que c'était la théorie des rays, qui peut s'appliquer, mais c'est une approximation. On a paramétrisé le modèle en certains blocs. On peut prendre des blocs de certaines tailles, ou des petits blocs, des gros blocs, ça va changer les choses. Mais surtout, vous voyez dans ce diagramme que cette matrice, elle ne va pas être inversible. Pourquoi ? Parce que vous n'aurez jamais
tous les blocs ne seront pas échantillonnés. Vous aurez des blocs dans lesquels ne passeront pas de raies, parce qu'on n'a pas une illumination parfaite. Et d'autre part, dans certains blocs, vous aurez des raies qui se croisent, mais vous avez parfois 2 ou 3 blocs de suite qui ne seront traversés que par un seul ray, et donc que vous ne pourrez pas distinguer. Et ça va résulter en ça va rendre cette matrice non inversible. Mathématiquement, le fait qu'il y ait certains de ces éléments vont être nuls, et ça va donner des valeurs propres nulles dans la matrice GTG, et donc des éléments infinis dans son inverse, mathématiquement. Mais essentiellement, l'idée, c'est toute simple, c'est que comme on n'échantillonne pas tous les blocs, et qu'on n'a pas de croisement de blocs partout, cette matrice, on ne peut pas résoudre ce problème directement, on n'a pas une solution unique. Disons. Alors comment s'en sortir ? On est obligé d'utiliser un processus qu'on appelle de régularisation. Par exemple, on va tricher, on va rajouter un élément positif à la diagonale de la matrice GTG, et plus cet élément positif est grand, plus on va rendre la matrice telle qu'on puisse l'inverser. Et à ce moment-là, on va avoir une solution. À partir d'un certain moment, cette matrice va être inversive, donc on va pouvoir calculer son inverse et on va avoir une solution. Mais on voit bien que là, c'est là que cette solution particulière correspond à la régulation, qu'on appelle la régulation de Tikhonov. Il y a d'autres méthodes de régulation que je mentionnerai plus tard peut-être. Alors le prix à payer, vous pouvez bien vous rendre compte, c'est que l'image que vous obtenez n'est pas la véritable image, c'est une image dégradée dans laquelle sont entrées toutes les hypothèses qu'on a faites, qu'on a été obligé de faire pour pouvoir résoudre le problème. Et c'est en ça que c'est là que réside le problème principal de la tomographie sismique, étant donné l'illumination imparfaite qu'on a de l'intérieur de la Terre et les autres défis, le nombre de paramètres, les erreurs dans les données, etc., dont nous reparlerons. Alors je pense qu'il faudrait que je m'arrête là. Donc ça va être la dernière diapo. Donc le concept à retenir sur cet exemple particulier, mais où j'ai tracé pas par pas ce qu'on fait. Vous avez un vecteur d'observation, vous avez des données, et vous avez des paramètres physiques du modèle que vous cherchez à déterminer. Ils sont liés par une certaine relation physique. Ça peut être le temps de parcours relié par la théorie des raies, mais ça peut être la forme de l'onde liée au modèle par la théorie de la propagation des ondes. Et donc, on a le problème direct qui est, étant donné un modèle M, calculer quelles vont être les données prédites, les données calculées, au moyen de cette relation G. C'est une relation qui peut être linéaire ou non linéaire. En général, elle est non linéaire, il faut linéariser, ce qui complique le problème. Et puis, vous avez le problème inverse qui va dans l'autre sens. Alors, il manque, voilà, qui est, étant donné les données D, déterminer le modèle M. Alors ça, c'est simple, mais bien sûr, c'est toujours on fait des hypothèses quand on les calcule. Par contre, le problème inverse est beaucoup plus difficile dans la mesure où la solution en général n'est pas unique et on est obligé d'introduire ces régularisations, ces étapes de régularisation qui, très souvent, enfin toujours, ont une composante de subjectivité qui est très difficile à éviter. Voilà, donc j'arrête là. C'est une introduction très rapide, mais si vous avez déjà, pour ceux qui en connaissent ce problème, c'est simplement une révision toute simple. Par contre, j'espère que j'ai été claire. Voilà.
Et donc, je vous remercie.